C'est le 153e épisode qu'on vous propose cette semaine. Ça va se passer avec les deux plus bavards, je serais tenté de dire, Marc et Sébastien. Oui, c'est vrai. Ils sont souvent considérés comme étant les plus bavards. Celui-ci, Marc, parle longtemps, mais il dit des choses très très intéressantes. Comme Sébastien d'ailleurs, il dit des trucs très intéressantes et aussi de temps en temps très drôles. Des conneries. Ou des conneries. Ça arrive également. Ces deux loustiques sont également les dignes représentants de informaticien.be, là où vous pouvez encore nous retrouver si vous le désirez. Tout comme dans un autre site d'information technologique d'importance, Clubic, qui nous fait l'honneur de parler de nous dans un article reprenant ce qu'ils considèrent comme étant les 10 podcasts high-tech à écouter. Donc merci à Clubic et merci à vous de nous rejoindre une fois de plus pour écouter ce qu'on a à dire sur la technologie cette semaine, puisque c'est un petit peu la revue de presse de ces deux loustiques en l'occurrence que nous allons parcourir durant une heure à peu près. On n'ose plus dire combien de temps on passe ensemble. En tout cas, soyez les bienvenus. Avant d'entamer notre abécédaire, peut-être un petit coup d'œil du côté des auditeurs et du courrier des auditeurs. Normalement, on a répondu à tout le monde s'est répondu, s'est auto-répondu, etc. À gauche, à droite sur YouTube, par exemple, ou encore sur notre blog lestechno.be. J'ai quand même épinglé un message de la part de un de nos fidèles auditeurs de la première heure, j'ai l'impression, 626, sinon je ne connaîtrai jamais son prénom. Je viens d'apprendre que OnePlus s'est fait voler des numéros de carte bleue. Mauvaise nouvelle pour ceux qui en ont acheté un. Vérifiez vos comptes. C'était en regard justement du hors-série consacré au OnePlus 5T qu'on vous a proposé début de cette semaine. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, Marc ? À partir du moment où tu as acheté un OnePlus, que ce soit un 5T ou un 5 ou n'importe quoi, via le site de OnePlus, et à partir du moment où à une étape du process, tu as demandé à ce que ton numéro de carte soit stocké et associé avec ton profil, oui, tu dois commencer à t'inquiéter. En tout cas, tu dois commencer à consulter régulièrement tes extraits de compte ou faire opposition à ta carte bancaire. Ouais. Ceci dit, OnePlus a normalement mis en place une adresse email où on peut les contacter pour savoir si on est impacté. L'adresse en question, c'est security@oneplus.net. Ils ont aussi pris la décision de manière proactive de communiquer vers toutes les personnes qui seraient impactées parmi les clients qui auraient passé commande ces dernières semaines. Et alors, pour ceux que ça intéresse, toutes les personnes qui, comme moi, ont acheté leur téléphone récemment via PayPal, vous êtes tranquille, pas de souci. Pour ceux qui sont intéressés sur la manière dont ça a pu se faire, il y a deux pistes. Les deux ne sont pas encore très claires. La première, c'est en fait le processeur de paiement travaille via une inclusion sur le site de OnePlus dans une iframe et le protocole de sécurité est faillible à ce niveau-là et donc l'intrusion des pirates auraient pu se faire à ce niveau-là. L'autre cause possible, c'est que le paiement lui-même est en fait implémenté via la plateforme e-commerce qui tourne derrière le site de OnePlus. La plateforme en question, c'est Magento, et donc il y aurait une faille au niveau de Magento. Aucune des deux informations n'a été confirmée par les éditeurs responsables, mais c'est probablement un mix. Voilà. D'accord. Donc, de toute façon, dans l'immédiat, vérifiez, comme tu l'as dit, vos comptes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à part faire opposition ? Faire opposition à sa carte, c'est la chose la plus simple à faire et essayer de systématiser PayPal quand c'est possible pour les achats en ligne, surtout quand c'est des one-shots comme ça, sur des sites où on ne va pas nécessairement acheter tous les jours des trucs. Même si vous faites des achats, c'est un peu différent. Même si vous faites des achats one-shot, évitez de laisser votre numéro de carte de crédit enregistré. C'est ça. Parce qu'on vous propose toujours d'associer un numéro de carte à votre profil. Créez votre profil avec le strict minimum, juste un nom, une adresse email et éventuellement, si c'est vraiment nécessaire pour une livraison physique, une adresse physique.
Mais n'associez pas un numéro de carte, rentrez-le au moment où vous devez payer, et puis c'est tout. Et si vous pouvez à la place, PayPal. Certains sites de vente en ligne, d'ailleurs, le proposent de ne pas mémoriser le code de carte bancaire. C'est préférable en général, comme ça, c'est... Voilà. Je vois Sébastien qui lève fébrilement le doigt. Fébrilement. Oui, si vous voulez être plus sûr, plutôt que d'aller vers un PayPal ou autre, vous avez des cartes de crédit virtuelles que vous pouvez très bien voir sur le web. Il y a pas mal de sites, je ne vais pas en citer ici, mais vous avez soit la possibilité d'avoir, et il y a même en Belgique des institutions comme la Poste qui ont des cartes là, qui sont chargées, c'est-à-dire tu vas acheter le OnePlus, tu mets l'argent sur la carte, tu vas acheter le OnePlus et puis on te vole ton numéro, tu vas chercher une autre carte. Oui, c'est ça. Et puis il y a des systèmes, alors là j'ai plus le nom directement, où là tu peux avoir des numéros virtuels pour ton achat. D'accord. Donc c'est des numéros temporaires et puis après basta quoi. Ouais. Donc il y a d'autres moyens si vous êtes un petit peu stressé là-dessus. Et en tout cas le moyen le plus sûr c'est de ne pas mettre en tout cas le code de son Digipass dans son pseudo, parce que voilà maintenant on sait qu'il y a une partie de son code 626, ouais. Donc juste un numéro et on est bon. Oui, c'est vrai. Faire attention à ce qu'on utilise comme numéro dans tout ce qu'on veut, hein, le login, le mot de passe, etc. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question de 626 et de tous ceux qui se posaient la question au passage. C'est vrai qu'à l'occasion, reprendre ces principes de sécurité, c'est pas totalement inutile, ça pourrait faire même l'objet d'un hors-série un peu plus complet à l'occasion, on en reparlera sans doute. On peut entamer, si vous le voulez, notre abécédaire hebdomadaire avec la lettre A comme Amazon, hasard de calendrier. Cette semaine, juste au moment quasiment de l'annonce de 2400 licenciements possibles chez Carrefour France et 2300 à peu près licenciements chez Carrefour Belgique, on nous parle du store Amazon Go, qui n'utilise pas de personnel, et ça la fout quand même un petit peu mal, je pense, dans le chef de certaines personnes, mais en même temps c'est hautement technologique. On avait évoqué ce magasin en guise de test il y a quelques mois déjà, Marc. On l'avait évoqué parce que le concept était quand même relativement sympa, mais jusqu'à très récemment, l'accès au magasin était réservé uniquement au personnel d'Amazon. Seuls eux pouvaient y faire leurs achats. C'était une sorte de test, donc une sorte de version bêta. Ça a duré à peu près pendant 1 an. On rappelle que pour l'instant, il n'y a qu'un seul et unique magasin. Il se situe au rez-de-chaussée du siège d'Amazon à Seattle. Mais depuis le début de la semaine, le magasin est ouvert au grand public. Et alors d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que là où la force du concept, c'est de pouvoir rentrer et faire ses courses et sortir en un minimum de temps possible, suite à l'annonce de l'ouverture au grand public, il y avait des files sur plusieurs centaines de mètres pour que les gens se pressaient pour découvrir le petit bidule. Mais ressortez très vite. C'est l'avantage du procédé, oui. Alors, Amazon Go, donc, on rappelle, c'est une petite supérette de quelques dizaines de mètres carrés où on trouve principalement des salades, des boissons, des plats préparés, des trucs à emporter rapides, donc un truc, genre de commerce où on rentre le midi pour s'acheter un plat pour le midi, pour le soir, et effectivement, on fait ses courses très vite. Je t'interromps 2 secondes, Marc, c'est ce qu'on appelle du commerce de proximité, hein, petit commerce comme ça, donc il n'y a pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, de relation de cause à effet entre ce principe et ce qui se passe avec les hypermarchés Carrefour, hein, soyons très clairs. C'est pas fait, le concept d'Amazon Go n'est pas fait pour manifestement de très très grandes surfaces de vente. Hein. En tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant, ça c'est clair. Et on va le voir tout de suite, le concept est encore perfectible. Alors, le principe derrière, il est très simple. Le magasin, en fait, derrière ses rayonnages et derrière son agencement, est bardé de centaines de caméras, de centaines de capteurs, de centaines de scanners qui, en fait, permettent de calculer et de détecter en temps réel tout mouvement d'objet. Cela est couplé avec des systèmes de reconnaissance faciale qui identifient avec une certitude quand même relativement poussée les personnes qui rentrent. Je rappelle qu'il faut avoir un compte Amazon avant, évidemment, et avoir visiblement uploadé certaines données biométriques comme une photo, quelque chose du genre, ou en tout cas passer par une phase d'identification préalable. Et puis, simplement, vous passez dans les rayons, vous prenez ce que vous voulez et vous sortez. C'est tout. Oui. Pas de passage en caisse, pas de contrôle, rien du tout. Et on est débité, quoi. Et on est débité automatiquement sur le compte Amazon. Ouais. Alors là où effectivement le truc pourrait faire penser que, malgré ce que tu dis,
ça pourrait faire penser qu'à terme, ce genre de concept pourrait poser une menace au monde du retail plus large tel qu'on le connaît. C'est que en sortant de sa phase bêta et en l'ouvrant au grand public pendant encore probablement quelques mois, le temps de bien roder le concept, on va voir que c'est encore un peu nécessaire, on pense tout de suite que la société en fait pourrait équiper les magasins de Whole Foods qu'elle vient de racheter de cette technologie. Maintenant, cette technologie n'implique pas qu'on va avoir des magasins sans âme avec aucun personnel dedans. Il y aura toujours des gens dedans. Il y aura toujours des employés qui sont là pour guider les acheteurs. Il y aura toujours des gens qui sont là pour donner des conseils, pour donner un coup de main. Et puis tout simplement pour remplir les rayons. C'est quelque chose qui n'est pas encore robotisé, qui n'est pas encore automatisé. Mais quand on dit qu'il y a encore un peu de fine-tuning qui est nécessaire, on pense notamment à une dame, une avocate de son État, qui a été une des premières non-personnelles d'Amazon à faire l'expérience. Elle est rentrée, elle s'est acheté une salade, elle s'est racheté une petite boisson, elle s'est acheté un yaourt, elle est sortie et... drame, elle avait volé le yaourt. Le yaourt n'a pas été scanné. Alors, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Perte et profit pour Amazon? Alors, dans ces cas-là, elle a publié le truc sur Twitter, évidemment, avec la photo du yaourt, en s'excusant, en disant « est-ce que je vais être poursuivi pour vol ?» etc. Alors, de manière extrêmement visible et de manière extrêmement judicieuse, la marque derrière le yaourt a dit « c'est pas grave, on le payera pour vous à Amazon. » Un peu de pub n'est jamais utile. Amazon a répondu que de toute façon ils offraient le yaourt à la petite dame, et la vice-présidente d'Amazon Go a même précisé que ce type d'erreur, en tout cas sur l'historique d'un an en bêta, ici sur l'historique de quelques jours en situation réelle, c'est encore trop court, mais sur un an, ce genre de problème et ce genre d'erreur survient tellement rarement que dans tout le code informatique, dans toutes les applications qui tournent derrière pour gérer le magasin, aucun outil n'a été créé pour pouvoir permettre aux clients de déclarer ce genre de bug. D'accord. Donc en fait, soit ils ont une confiance absolue dans leur système, soit ils ont calculé un certain prorata de perte et ils se disent on va avoir 2-3% de produits qui vont passer outre et on établit une moyenne et on provisionne comme ça. Ouais. Que c'est ce que je disais, perte et profit, quoi. Comme les petits larcins dans les grandes surfaces, il y a une comptabilité pour ça, en fait. Vol avec grivellerie. Voilà. Sébastien. Ouais, je vais essayer de pas être trop long parce que c'est un sujet qui... on a déjà beaucoup parlé hors enregistrement parce que c'est vrai que c'est le sujet du moment et c'est passionnant en même temps, soyons clairs. Oui, et puis on est dans le milieu d'une certaine manière, parce qu'on nous connaît sous le nom d'une société où effectivement on propose un CRM pour le retail, donc des retailers, donc des chaînes de magasins, j'en vois beaucoup. Ouais. Et alors les discussions sur Amazon sont assez intéressantes. C'est chouette d'un point de vue technique ce que raconte Marc ici sur l'Amazon Go, mais il faut comprendre où veut aller Amazon avec le rachat de sa chaîne, et en fait Amazon n'est pas en train juste de mettre une chaîne pour faire un petit peu d'argent avec une épicerie. Ils s'en foutent de faire de l'argent avec une épicerie, ils s'en foutent d'avoir claqué du pognon là-dedans. La seule chose qui les intéresse, c'est de désosser complètement pour comprendre et pour pouvoir avoir une expérience sur le retail. Pourquoi en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'ils essayent déjà avec leur marque. Ils sont rentrés une première étape avec le marketplace où ils commencent à vendre des produits à la place des retailers pour les retailers. Et donc, c'est les retailers qui se débrouillent soit à livrer les palettes chez Amazon, qui relivrent, soit c'est les retailers qui font encore pour le moment une partie des livraisons. Ouais. Mais il faut savoir que quand le retailer fait ça, c'est Amazon qui garde le contact sur le consommateur. Ah oui. Et donc le long terme, c'est simple, on enlève le retailer de l'équation et Amazon va servir chez le producteur et le retailer a disparu. Faut pas croire où le retailer qui veut rester va devoir tellement donner de marge à Amazon que d'une certaine manière il lui restera plus grand chose. Donc le marketplace c'est un piège pour le... C'est un piège absolu. Ouais. Tous ceux que j'ai entendus qui l'ont essayé effectivement trouvent que c'est exceptionnel parce qu'ils font des chiffres exceptionnels en un temps record, mais c'est un piège absolu sur du moyen terme. Amazon n'est pas là pour le bien-être de la société. Amazon est là pour faire du profit. Bien sûr. Et dans tout ce qu'ils font aujourd'hui, il y a une série d'expérimentations et d'apprentissage sur le retail physique.
Et faut le voir. Et c'est pas les seuls. Hein. Amazon n'est pas là à pointer du doigt comme le grand méchant. Alibaba est là aussi, et il y en a d'autres. Ouais. Leur but, c'est simplement de reprendre tous les contacts entre les consommateurs et les produits. Enfin, ils vont faire toutes les ventes. Ils se disent, on a les infra, on a les CRM, on a les outils pour relancer les gens, et ils vont juste dire aux gens, maintenant produisez, et nous on fait tout le reste. Ouais. Donc ça, c'est le monde dans lequel eux veulent vivre. Ouais. Ceci étant dit, le magasin physique, il a encore de beaux jours devant lui, quelque part, le lieu même. Oui et non, là aussi, tu vois. Pourquoi ils ont acheté des magasins physiques ? Ils sont partis sur des modèles, et il y a déjà des marques qui le font. Hein. Samsung a commencé à le faire en Belgique, ils en ont ouvert aussi. C'est des magasins où ils vendent rien, ils font juste de la démo produit. Oui, ouais. Et donc, tu as plus besoin d'un magasin chaque rue. Le contact humain est important aussi dans la vente, et donc voilà, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un lieu pour vendre, mais avoir un lieu pour parler, pour échanger, c'est peut-être pas mal. C'est ce que le retail est en train de comprendre depuis quelques années, c'est que s'ils veulent avoir un succès, s'ils veulent survivre, ils doivent avoir un mix entre le online et le magasin, le brick and mortar, donc le magasin physique. C'est ce que Carrefour a un peu loupé ces dernières années, parce qu'effectivement, quand on discute avec Carrefour, c'est une discussion qui remonte à quelques années, mais je vais faire juste une anecdotique. Quand Carrefour veut faire de la communication digitale, il se tournait à l'époque vers uniquement le digital. Malheureusement, je ne peux parler que la Belgique, et on n'a pas rencontré la France. Et donc le digital, c'est faire des sites web, des concours, etc. pour récolter des données. Et quand on leur dit simplement, mais vos consommateurs, ils sont dans vos magasins. Oui. C'est là que vous devez récupérer les informations de vos consommateurs, à discuter avec eux dans les rayons, leur proposer des choses. Et c'est là que vous pouvez demander les emails et pouvoir commencer à entrer en dialogue avec eux. Et les réponses étaient assez cinglantes. C'était oui, mais nous, on est digital et le magasin, c'est le département d'à côté, on ne peut pas y aller. Ouais. Donc il y a une séparation qui est vraiment qui était très forte, des silos entre les départements qui font que la stratégie digitale, pour moi, quand on sortait de là, on se disait, ils ont un gros problème, ils ont des magasins sur lesquels ils ont greffé un petit département digital, on se dit, on va essayer de faire quelque chose parce que les autres doivent le faire. Et voilà, donc ils ont loupé ce virage et ça leur coûte une série d'emplois aujourd'hui. Loin de nous l'idée dans ce podcast de défricher complètement la problématique de Carrefour, ça peut être long et c'est pas notre objet non plus, hein, soyons clairs. Nous, c'est l'aspect technologique et à la faveur de l'actualité d'Amazon, là. En l'occurrence, c'était l'occasion d'en parler. Vous pouvez pas passer à côté de cette autre information plus sociale, on va dire, par rapport à Carrefour. On peut passer à la lettre B, si vous le voulez. B comme blogueur, Marc, puisque les blogueurs ne sont plus les bienvenus à l'hôtel. Mais ça dépend dans quelle situation il faut remettre les choses dans le contexte, je vais dire. On ne pouvait pas passer à côté d'un des buzz de la semaine, parce que c'est un truc qui a quand même été assez loin et qui, d'un point de vue strictement humain, est assez fascinant. Si vous êtes adepte de certaines théories sociologiques, c'est vraiment croustillant de décortiquer comment ce truc s'est mis en place. Alors, au départ, on a une petite demoiselle d'une vingtaine d'années, toute gentille, qui tient un blog. Elle est blogueuse, elle est influenceuse, elle est suivie par une centaine de milliers de personnes sur YouTube et 80 000 par Instagram. Elle parle de lifestyle, elle parle de voyage, elle parle de beauté. Donc des trucs qui sont assez porteurs pour l'instant. Et à l'occasion de l'approche de la Saint-Valentin, elle envoie un mail à un petit hôtel qui est très sympathique, qui est déjà pas mal réputé pour son approche totalement décalée et un peu même à la masse, on va dire, carrément, pour être gentil, en disant, l'hôtel en question se situe à Dublin, je suis mademoiselle Intel, je cherche un endroit pour loger, j'ai repéré votre bel hôtel, je suis influenceuse, j'ai autant de followers, j'ai autant de machins, j'aimerais beaucoup faire figurer votre établissement dans mes vidéos YouTube, dans mes stories Instagram, et donc je vous propose de le faire figurer contre 4 nuits gratuites. Bon, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Oui, mais en général, c'est dans l'autre sens. Pas de manière aussi frontale. Oui, mais c'est souvent dans l'autre sens, Marc. C'est-à-dire que c'est souvent dans l'autre sens. Ça va être l'hôtel qui va proposer à un influenceur de dire tiens, on t'inviterait bien 2 ou 3 jours et comme en échange d'un post ou d'une photo Instagram diverses et variées. Enfin voilà, en général, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Voilà, mais de plus en plus de blogueurs et d'influenceurs semblent prendre comme
chose acquise, que ce genre de comportement devient légitime. Et donc, de plus en plus, vont maintenant frontalement poser la question en disant, voilà, j'ai autant de followers, j'ai envie de parler de toi, tu me files ça gratos. Et généralement, les gens qui ne sont pas de l'autre côté trop au fait du jeu médiatique qui peut être imposé par ce genre de personnes, voient des étoiles et disent ok, on va donner, ça va nous faire de la publicité, etc. Sauf qu'ici, le type qui est derrière l'hôtel, qui est un monsieur qui s'appelle Paul Stenson, qui est également le propriétaire d'un café qui s'appelle le White Moose, qu'il décrit lui-même comme étant le seul café 5 étoiles Michelin au monde, donc ça donne déjà un peu une idée du décalage du monsieur. A répondu, grosso modo, alors c'était très long, c'était très circonstancié, c'était très bien écrit aussi, franchement, je me suis régalé, mais grosso modo, il a dit, moi je veux bien vous héberger, mais les femmes de ménage qui vont nettoyer votre chambre, elles vont être payées en vidéo, les serveurs qui vont vous servir votre repas, ils vont être payés en vidéo, la réceptionniste qui vous enregistre, elle va être payée en vidéo, la lumière, le chauffage, l'hôtel, l'électricité, tout ça, on va les payer en vidéo, donc bien gentiment, mais non. Et il a publié, parce que ce monsieur a l'habitude de publier absolument tout ce qu'il raconte sur sa page Facebook, il a publié la réponse sur la page Facebook, en prenant soin quand même de masquer le nom de la personne. Je ne sais même pas en fait s'il a mentionné le nom de la personne. Mais par contre... Ça, j'ai pas vu. Mais il faut dire qu'il est lui-même quelque part un peu influenceur, parce qu'il y a une communauté quand même, à la base. Exactement. Donc, il a aussi estimé de manière un peu légitime qu'il n'avait pas besoin de cet apport, vu que lui a quand même, sur sa page Facebook, je crois, 2 à 3 fois plus de followers que la petite dame. Bon. Là, ça aurait pu s'arrêter là. Le problème, c'est que des gens qui connaissaient la blogueuse ont trouvé la réponse du monsieur et ça a commencé à partir en live. Ça a commencé à partir en live au point que la demoiselle s'est sentie obligée de faire une vidéo de 20 minutes face caméra en larmes, avec les yeux bien rouges, pour expliquer que finalement l'hôtelier restaurateur était un gros méchant, c'était une grosse ordure, etc. Enfin, je sais pas s'il a utilisé le mot ordure, mais c'était un grand méchant, c'était lui, il voulait juste l'humilier, etc. C'est vraiment parti en live total jusqu'au moment où l'hôtelier a répondu de manière très à propos. Si vous étiez venu avec une demande plus modeste, j'aurais probablement dit oui, mais dans cette manière de faire là, trouvez-vous un vrai boulot et payez pour ce que vous voulez. Oui, ça, en gros, c'était la conclusion de C'est la conclusion. Vu par contre le déferlement de commentaires négatifs que l'hôtelier s'est pris sur la tête par la communauté de fans de la blogueuse, il a décidé que dorénavant, tout ce qui était blogueur, influenceur, youtubeur était persona non grata dans son hôtel. Il n'en voulait plus, c'est fini. Et il a calculé aussi que la visibilité négative qu'il avait eue suite à cette histoire pouvait être chiffrée. Elle pouvait être chiffrée à, je crois, 3 ou 4 millions d'euros. Et donc, pour clôturer toutes les affaires, il a envoyé une facture de 4 millions d'euros à la blogueuse. Voilà. Bon, ça se finit... Enfin, je ne vais pas dire que ça se finit bien, parce que... Ça se finit pas forcément bien, mais... Sociologiquement, c'est quand même révélateur d'un état d'esprit d'une certaine communauté. Alors évidemment, on ne tire pas à boulet rouge sur tous les blogueurs, tous les youtubeurs, mais une certaine communauté de youtubeurs qui, de plus en plus, de par leur popularité, estiment que tous les redus, on doit tout leur apporter, on doit tout leur donner et on doit tout leur passer. Et puis, je pense que c'est essentiellement un problème d'encadrement, d'éducation à ces médias, etc. Enfin, je veux dire, c'est les gens qui pensent peut-être que ça fonctionne comme ça dans la vie de tous les jours. C'est un métier qu'on a inventé aussi, youtubeur. Oui, mais alors bon, là, tu permettras de répondre. Alors, j'ouvre les tags, mode vieux. C'est surtout une histoire de sale petit con mal éduqué. Oui, c'est ça. Le tag mode vieux. C'est pour ça que je parlais d'éducation. Oui, non, c'est
c'est un peu ça le problème, parce que c'est pas un problème totalement isolé. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, au moment où on parlait beaucoup des blogueurs, on parlait pas de blogueurs influents, mais de blogueurs de manière générale. Je me rappelle qu'il y en avait des spécialisés, par exemple, dans la restauration, qui s'attaquaient, qui écrivaient des critiques gastronomiques par rapport au resto où ils allaient, où ils se faisaient attaquer par les restaurateurs en disant vous n'êtes pas un journaliste professionnel, etc., etc. Je vais vous demander des comptes, vous allez me dédommager parce que vous m'avez fait une mauvaise publicité sans aucune raison valable, etc., etc. Et donc il y a un équilibre à trouver à un moment donné entre voilà, la notoriété que l'on a par rapport au public. Enfin voilà, il y a une discussion à avoir autour de ça et une éducation à se faire, évidemment. Je ne sais pas si Sébastien, il est un peu perdu. Je ne sais pas s'il a un avis là-dessus. Non, mais écoute... parce que tu suis pas mal de youtubeurs aussi, je pense. Oui, et enfin, le phénomène n'est pas vraiment neuf. Ça date de l'explosion des blogs il y a déjà... une grosse dizaine d'années et ça se faisait déjà à l'époque. Et effectivement, tu disais Marc, voilà, Marc animateur, que c'était en général l'inverse, l'hôtel qui demandait, mais non, à l'époque de l'explosion des blogs où tout le monde disait que c'était la fin du journalisme et que tout le monde allait juste bloguer, c'était clairement les blogueurs qui y allaient à la dure pour demander du produit cadeau pour aller, etc. Oui, donc, il y a eu beaucoup d'abus à l'époque déjà. Ça recommence maintenant avec YouTube et ça recommencera avec autre chose dans 10 ans. Le gros problème aussi, c'est effectivement le placement de produits de manière quasi systématique dans le chef de certaines blogueuses mode, maquillage et autres, qui ne font que du placement de produits et qui est pris un petit peu par le public comme étant un fait acquis. Elle a présenté quelque chose de sympa. Je dis elle, mais ça pourrait être un blogueur ou un youtubeur qui présente d'autres types de produits. On en connaît en high-tech aussi, qui présentent des objets et qui sont payés pour présenter des objets. Mais qui présentent des claviers. Ou qui présentent des claviers mécaniques. Donc voilà, et qui ne préviennent pas le public, et ça c'est un fond clairement de malhonnêteté intellectuelle. Il n'y a pas à tortiller du pet pour ça. Bref, oui. C'est toi qui fais les blagues de Brousouf. Bon, voilà. Brousouf. B comme Brousouf. Qu'est-ce qu'un Brousouf? C'est des pépettes, c'est des sous-sous. Marc, on va parler de Netflix. Pardon, Netflix qui explose ses résultats, me semble-t-il, Marc. Qui explose ses résultats à tout point de vue, que ce soit en nombre d'abonnés. Ils ont dépassé les 118 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est quand même pas mal pour une petite boîte qui, à 20 ans, était une agence de location de DVD par la poste. Ouais. Même sympathique. Avec la plus grosse croissance qu'ils aient jamais enregistrée en nombre d'utilisateurs trimestre à trimestre. Ici, ils ont enregistré 8 millions 3 abonnés supplémentaires sur le dernier trimestre. Ils ont explosé le résultat au niveau des chiffres, forcément, avec pratiquement, que je ne dise pas de bêtises, un chiffre d'affaires de quasi 12 milliards de dollars en progression de 33% par rapport à celui de l'année passée, avec un bénéfice net triplé de quasi 560 millions de dollars. C'est juste énorme pour une boîte comme ça. Également un montant record en investissement pour la production de nouveaux contenus. On passe quasi à 8 milliards de contenus prévus en 2018 contre 7 milliards en 2017. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, la société est valorisée à juste, ils ont passé le cap des 100 milliards de dollars. 108 milliards exactement. C'est une affaire, je serais tenté de dire, rondement menée. Hein. C'est une affaire rondement menée et qui prouve que, à moins vraiment d'une catastrophe de niveau atomique, la société n'est pas prête d'être détrônée, et c'est d'autant plus remarquable que cette progression est intervenue simultanément à une augmentation quand même relativement sensible des tarifs. Donc, malgré cette augmentation, le nombre d'abonnés a continué à augmenter, la consommation est restée en hausse croissante. Et voilà, 100 milliards de dollars pour une boîte qui s'est lancée dans un secteur qui était vraiment novateur il y a quelques années.
Oui, mais... On ne voit pas comment un concurrent comme Amazon ou Apple avec Apple Video ou iTunes ou Hulu ou Vudu ou les autres pourraient réussir à rattraper ça, quoi. Ce qui est rigolo, et je mets des guillemets à rigolo, c'est le positionnement marketing de Netflix qui est très intelligent, très fin, parce que je ne sais pas si l'un et l'autre, et vous qui nous écoutez, l'avez remarqué, mais il n'est pas rare qu'à la télévision, celle que vous ne payez pas, hein, celle que vous avez via le câble, TF1, France 2, etc., un animateur, un journaliste, fasse référence à une série qui n'existe que sur Netflix. Et qu'en parlant de cette série, il fait de la publicité pour Netflix. Netflix, c'est le concurrent de la chaîne qui emploie ce monsieur ou cette dame. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à désincarner l'aspect télévision de Netflix à tel point que même les gens de télévision en parlent et font de la publicité pour leur principal concurrent aujourd'hui. C'est quand même assez fort d'arriver à ce genre de grand écart, je trouve. Je ne sais pas ce que l'un ou l'autre en pense. Oui, Bart, par exemple. Oui, effectivement, mais justement, c'est l'une des forces de Netflix, c'est qu'ils sont devenus quasi incontournables. Ils ont réussi à acquérir, en tout cas dans le monde audiovisuel, une ubiquité qui est quasi absolue. Et on ne peut pas, que ce soit au niveau des séries, au niveau de la production de contenu, au niveau de la production de films, au niveau du référencement, au niveau des canaux de distribution, aujourd'hui, si un studio veut pouvoir écouler son matériel, veut pouvoir écouler son contenu, Netflix est le passage obligé. Alors, on va voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, avec le rachat de la Fox par Disney qui veut monter son propre réseau, son propre network, et qui va à terme faire migrer tous les contenus Disney, Marvel, etc. vers sa propre plateforme. Pour rappel, c'est pas la première fois que Disney tente l'expérience, et la fois passée, ça s'était pas très bien passé. Donc, avant de voir quelque chose de réellement construit, de réellement disponible, je demande à voir. Oui, puis avoir le catalogue, parce que c'est un gros catalogue quand même, Disney et Fox. Hein, c'est un gros catalogue, mais bon, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, manifestement. Il faut avoir du produit premium, entre guillemets, qui soit exclusif, comme le fait très bien Amazon, comme l'a fait un petit peu, Amazon, comme le fait très bien Netflix. Parce que quand tu regardes Amazon Prime, par exemple, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a du contenu de qualité. Il y a des déchets, évidemment. Maintenant, Netflix est un peu à ce niveau-là victime de son succès. Netflix produit énormément. Mais pas forcément. Alors là, on rentre évidemment dans des considérations d'ordre esthétique ou personnel, et finalement, c'est la sensibilité de chacun qui va juger. Mais le contenu qui est produit par Netflix, il y a des contenus originaux qui sont de très bonne qualité. On pense à House of Cards, on pense à The Crown, on pense à Orange is the New Black. Il y a des contenus originaux qui sont nettement plus discutables. Le film Bright, qui a fait tout un tabac, il s'est grosso modo fait descendre par pas mal de critiques cinéma. Mais en fait, voilà, Netflix est en train d'essayer de réinventer le direct-to-DVD en direct-to-numérique à gros budget. C'est aussi un pari qu'ils ont pris, c'est aussi un pari qu'ils font en castant des grosses pointures tant au niveau de la réalisation qu'au niveau des acteurs. À voir si ça va prendre, mais de toute façon, ils ont le recul nécessaire pour pouvoir prendre ce genre de risque, là où justement un Amazon Vidéo, un Hulu ou peut-être même un Apple n'a pas encore les reins assez solides dans ce domaine-là, s'entend, pour le faire. Il faut voir ce qu'Apple, puisque tu en parles, va produire, parce qu'ils ont concédé quand même pas mal de moyens à la production de contenu, que ce soit des séries, des films, etc. On va voir ce que ça donnera dans les mois, les années même à venir. Hein. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est pas eux qui viennent d'annoncer un accord exclusif avec Spielberg ? Je ne saurais pas te dire. Voilà, franchement, Si vous, de votre côté, avez l'information, n'hésitez pas à rajouter un commentaire, parce que là, très honnêtement, ça sort un peu de mon scope. Mais si c'est le cas, ça serait une belle pointure. Oui, effectivement, ce serait bien vu. On passe à la suite, on est toujours à la lettre B, comme Brozouf, les pépettes, la sous, et des sous, il en est largement question, Sébastien, quand on parle de Qualcomm, qui va devoir finalement payer une amende relativement salée, on va dire. Ouais.
Oui, à 3 millions près, je ne sais pas pourquoi on ne les a pas rajoutés, on était au milliard d'euros, on est à 997 millions d'euros. Ouais. Je ne sais pas comment ils ont calculé 997. Ouais. C'est surtout que c'était en dollars au départ et que c'était 1,2 milliard. 1,2 milliard. Ils n'ont pas calculé en euros, je pense. C'est l'Europe qui l'impose, donc vrai. A priori, je tends à penser qu'ils l'ont calculé en euros, oui, ou alors ils sont vraiment cons. Enfin... Ils auraient pu le calculer en Commission européenne. Oui. Pour moi, ça a été traduit dans tous les sites, évidemment en dollars, parce que oui, c'est des sites américains qui ont pleuré, mais c'est quand même l'Europe qui l'a imposé, et là, c'est 997 millions dans les dents. Mais pourquoi Et pourquoi ? La raison est hyper simple et hyper courte. Pendant des années, Qualcomm a payé les constructeurs et majoritairement Apple pendant au moins 5 ans pour utiliser uniquement du Qualcomm pour tout ce qui était communication LTE. Et donc ils ont barricadé le marché non seulement en faisant de bons prix, mais en plus dans le contrat avec Apple, c'était et on vous rémunère pour le fait de n'utiliser aucun autre chipset concurrent. Et donc, voilà, l'Europe a dit c'est anticoncurrentiel, par ici la monnaie. C'est plus ou moins tout, et ça fait quand même pas mal, 997 millions d'euros. Après, on verra bien où va aller l'argent. Ce qui est marrant, c'est que dans ce cadre-là, c'est contre-concurrentiel et tout ce qu'on veut, mais quand il s'agit de vendre des avions de chasse, par exemple, là, il n'y a aucun problème, parce que quand il y a des ventes d'avions de chasse, par exemple, mais pas que d'avions de chasse d'ailleurs, de matériel, d'un État vers un autre, souvent il y a des rétrocessions, des avantages, on va ouvrir une usine sur votre territoire, on va créer de l'emploi et des choses comme ça. Donc ça se fait, je veux dire, faire des, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, des cadeaux. Mais là, manifestement, c'était un peu trop... C'était un peu trop, on va dire, c'est ça. C'était un peu trop, c'était surtout écrit dans le contrat. Oui. Donc voilà, à partir du moment où c'est écrit, il n'aurait pas dit non les gars, non, voilà, c'était pas possible. On peut pas faire d'exclusivité, pas à ce niveau-là, donc on ne peut pas. Encore des sous du côté de chez Facebook peut-être. En tout cas, c'est Murdoch qui aimerait faire payer Facebook pour le contenu. Ouais, il a lancé un pavé dans la mare, en n'y croyant pas vraiment, mais il surfe sur la vague des fake news. Merci aux politiciens américains, et qui effectivement donc Facebook ces derniers jours a mis une série d'outils en place pour valider la véracité d'une news, et Murdoch a simplement rajouté oui mais bon écoutez les gars, vous servez allègrement chez nous, vous voulez qu'il y ait une certaine crédibilité de la news, donc il n'y a pas de problème. Payer pour le contenu que vous affichez, et le problème sera réglé. Alors évidemment, ce ne sera probablement jamais possible parce que les sites de news sont aussi déjà payés pour leur affichage pour les pubs, mais ils ont raison, ils servent de Facebook social de contenu. C'est un énorme débat qu'on a déjà eu des centaines de fois ici, mais Murdoch n'est pas le plus petit des éditeurs, et donc il a un certain poids quand il dit quelque chose et qu'il frappe sur la table, ça a un certain son. Donc à voir maintenant ce que Facebook pourra répondre à Murdoch, et si effectivement on peut trouver une solution pour ça. Je sais que Google à l'époque avait déjà eu énormément de problèmes pour tout ce qui était Google News, ils ont trouvé des accords dans certains pays. On se rappelle qu'en Belgique pendant quelques années c'était très dur. C'était très chaud, et la presse belge ne figurait pas dans Google Actu parce que voilà, c'était un bras de fer permanent à cette époque-là, et ce qui a aussi amené au fait que les sites d'information belges ont été très en retard sur la concurrence en termes de pages vues, d'articles lus, etc. À un moment donné, ça compte aussi, quoi. Mais c'est un autre débat. Mais c'est un autre débat, oui et non. Tu reprends pas les mêmes. C'est les sites de news. Tu changes l'acteur en face, et c'est plus Google, c'est Facebook, et ils veulent plus ou moins la même chose. Donc à certains moments, tu auras une certaine confrontation parce que c'est vrai, quoi. La plupart des gens maintenant, je sais plus le pourcentage, c'était presque la moitié vont découvrir les infos par Facebook et non pas par le site de news à la base. Et pour la plupart, ils vont se contenter des 3 lignes qu'ils ont lues sur Facebook, et ils vont pas aller plus loin sur le média. Donc il y a un certain manque à gagner sur du contenu de qualité, oui et non, mais sur du contenu pour lequel il y a des gens qui ont bossé, comme dans l'hôtel, il y a des gens qui ont fait des investigations, il y a des gens qui ont écrit des trucs, qui l'ont pondu, qui l'ont foutu en ligne, qui gèrent ces sites.
Et Facebook vit dessus aussi, donc c'est vrai qu'on ne peut pas donner totalement tort à Robert. On peut l'entendre, effectivement. Je pense qu'il y a un problème de mode de consommation aussi. Tu le disais très bien, le nombre de gens qui jugent un article uniquement sur son titre, par exemple. Ils ont lu la news. Et pour eux, ils réagissent à chaud juste sur un titre qui a peut-être été rédigé par quelqu'un d'intelligent, qui l'a tourné au second degré ou qui a voulu faire un jeu de mots, parce que le titre, ça fait partie de l'article, quelque part, et que voilà. Et donc là, sur les réseaux sociaux et sur Twitter et Facebook en particulier, c'est qu'on est dans la consommation immédiate. D'ailleurs, on le voit très bien avec les vidéos qu'ils proposent sur Facebook, ce sont des petites vidéos très courtes, 20-30 secondes, avec du texte écrit, parce que bien souvent, les gens le regardent sur leur smartphone et ils n'écoutent pas, ils ne savent plus se servir de leurs oreilles, donc ils le lisent. Oui, ils le font au bureau et ils ne peuvent pas écouter. Voilà, ils sont dans des lieux où ils ne peuvent pas écouter. Enfin, pour plein de raisons, on facilite cette consommation de news rapide, en gros, et ça peut être sympa, mais il ne faut pas s'informer qu'avec ça, parce qu'à un moment donné, ça ne va plus fonctionner, et là, effectivement, il faut peut-être mettre la main à la poche pour payer un contenu de qualité. Voilà, maintenant, il a juste lancé un pavé dans la mare, il n'aura pas raison vis-à-vis de Facebook, mais c'est un débat... C'est un débat qu'il faut avoir. Ça a le mérite de relancer le débat, et on verra bien ce que ça va donner, mais ça peut aussi retomber aussi sec que c'est apparu, soyons clairs. On passe à la lettre... Oui, pardon. Oui, et t'as vu, on passe à une lettre D, et on n'a même pas le BI comme Bitcoin. Non. On n'en a pas. Non, la semaine passée non plus. Il n'y en avait pas, d'ailleurs. N'existe plus. Ils ont vendu tout. Vendez. D comme drone, Sébastien, et j'aurais envie de dire presque drôle aussi. Un poulet acheté, un drone offert. Par ici, ma bonne dame. On reste dans le commerce. On reste dans le commerce. C'est un truc, c'est un coup de pub de KFC. Et ils ont fait un menu, c'est en Inde. Je ne sais pas pourquoi en Inde spécifiquement, parce que KFC, c'est pas du tout une chaîne indienne. Mais voilà, c'est américaine, au cas où. Voilà. Parce que c'est vrai que des KFC en Belgique, on n'en a jamais vu. En France, c'est connu, mais KFC, mais ils ont il y a tout un groupe. Mais donc, c'est du poulet dans la graisse. Poulet Kentucky, on disait avant. Voilà, Kentucky Fried Chicken. Voilà. Et donc là, il faut réserver son menu parce que ça va être 2 jours spécifiques en Inde. Je ne sais plus ce que tu dois acheter, mais voilà, il y a une série de magasins. On s'en fout, c'est en Inde, on n'y est pas. Et quand tu auras acheté ton menu, tu auras droit avec ton menu à ton petit gadget. Ce sera un drone. Donc maintenant, le drone ne vaut plus rien. C'est une aile de poulet et le drone offert. C'est drôle d'offrir un truc qui vole alors que le poulet ne vole plus depuis très longtemps. C'est un petit peu particulier quand même. Voilà. Mais en même temps, si j'ai bien compris, c'est l'emballage en fait qui se démonte et qui se remonte pour en faire un drone. Une partie de l'emballage sur laquelle effectivement tu vas rajouter les propellers, donc les hélices. Ouais. Donc en plus ton drone il va puer le poulet. Il ne manque plus qu'à te mettre une petite aile dedans, une petite aile en plus dessus. J'imagine tous les klebs du quartier qui vont courir après ton drone parce qu'il pue le poulet. C'est original en tout cas. C'est un chouette cadeau. C'est un chouette cadeau et c'est un truc qui va voler quelques heures, même pas, et puis c'est tout quoi. Mais c'est drôle. Mais moi je trouve que l'argument de vente de ce genre de produit, voilà, moi je pense que si on fait ça chez nous, pas besoin d'être honnête pour ça, je pense que ça aura du succès. Soyons clairs. Pour parler de crypto quand même, juste une fois, c'est aussi une des chaînes qui s'est amusée à faire aussi. On l'avait déjà dit. C'est ça, de la vente en Bitcoin. Donc voilà, c'est les genres de gars qui font des trucs un peu. Ils font des trucs sympas, mais tu retardes un peu parce qu'on en a parlé il y a 3 semaines. Oui, ça rappelle, monsieur. C'est vrai. On était à la lettre D comme drone, G comme GPS. Marc, la NASA invente le GPS, ça va mal, galactique. Ouais, monsieur, on invente le GPS. On invente le GPS. Le GPS pour aller dans les étoiles. Parce qu'évidemment, quand vous êtes là-haut, le petit GPS classique, TomTom, Waze, tout ça, ça marche pas des masses. Donc, basé sur cette assertion relativement raisonnable, la NASA s'est mis en tête de développer un système qui permette déjà actuellement aux satellites et aux vaisseaux spatiaux et aux différentes choses qui flottent au-dessus de
nos têtes de pouvoir se repérer et se localiser avec précision, mais également une technologie qui pourrait à terme équiper tous les engins spatiaux qui navigueront à travers le système solaire ou qui sait peut-être un jour au-delà du système solaire, de pouvoir déterminer avec précision aussi leur position dans l'espace. Et la technologie en question se base sur la détection des rayons X qui sont émis par les pulsars. Alors, pour rappel, petite parenthèse théorique, pulsar, c'est un acronyme, enfin c'est un nom qui est formé de la contraction de deux termes, pulsating star, donc étoile qui pulse. Des étoiles qui pulsent, les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui sont nées en fait de l'effondrement sur elles-mêmes d'étoiles massives et supermassives, donc minimum la taille de notre Soleil. Sur des fractions de taille infime, on est quasi à la limite de l'effondrement gravifique nécessaire que pour créer un trou noir, mais par contre, elles tournent extrêmement vite sur elles-mêmes. Il y a certains types de pulsars qu'on appelle les pulsars millisecondes qui peuvent effectuer plusieurs milliers de rotations par seconde. Bon, sur les trucs qui sont quand même relativement gros quand on parle d'une étoile qui s'est affaissée sur elle-même. L'avantage, c'est que ces corps célestes émettent des rayons X et en fait émettent tout un panel de rayonnement, mais principalement dans la bande des rayons X, avec la régularité d'une horloge atomique. Et c'est là que la NASA a eu la très bonne idée de remarquer que chaque pulsar qui est connu et référencé a de cette sorte une signature unique. Et tout comme le GPS classique utilise en fait un système de triangulation sur plusieurs satellites, chacun ayant son identité propre, un système de traquage qui permettrait de trianguler ta position dans l'espace par le biais de référentiels tels que des pulsars qui possèdent chacun aussi une signature unique, permet effectivement de considérer ces pulsars comme des balises qui déterminent avec précision ton emplacement, toujours par le même système de triangulation. Et pour la petite histoire, le bidule en question s'appelle Sextant, ce qui veut dire Station Explorer for X-ray Timing and Navigation, et qui va permettre dans un futur proche, c'est un système qui va être équipé quasi en manière standard sur tout ce qui décolle de l'orbite terrestre, va pouvoir permettre d'apporter cette finesse de localisation. Bon, alors évidemment, ici, c'est pas du GPS classique, c'est pas de la localisation au mètre près. On est dans des gammes beaucoup plus larges, mais c'est quand même un besoin auquel il fallait répondre. Parce qu'à l'heure actuelle, se situer dans l'espace, se positionner, connaître sa position dans l'espace, connaître la position d'un objet dans l'espace, c'est toujours basé sur les mêmes principes de centrale inertielle, tels qu'on l'a vu par exemple dans les programmes Apollo et des choses comme ça. C'est basé sur les principes de centrale inertielle, donc c'est-à-dire des dispositifs qui mesurent leur déplacement par intervalle de temps écoulé. C'est également utilisé sur base de référentiels de masse, c'est-à-dire que en scannant l'environnement et en détectant notamment certains corps célestes qui sont cartographiés, qui sont connus, qui sont référencés, et en compensant effectivement avec le mouvement de ces corps célestes, on sait déterminer globalement une position en disant alors là j'ai tel corps qui correspond à telle signature massique, on va dire que c'est probablement tel astéroïde ou tel planétoïde, etc., en tenant compte des décalages, etc. Il y a également d'autres techniques qui permettent de le faire, qui sont notamment les techniques de décalage Doppler, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des techniques qui existent déjà. Par contre, la technique ici de Sextant sera beaucoup plus précise. D'accord. Voilà, un sujet passionnant. L'avantage du podcast, c'est que si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez revenir un petit peu en arrière et réécouter. Ça pose on ne sait jamais qu'on parte en espace, tu vois. Mais voilà, par exemple, ce serait quand même très utile de savoir se situer. Qu'est-ce qu'on faisait ce week-end? On tourne dans l'espace. Mais d'après le GPS de la NASA, j'étais au bon endroit. Non, mais sans rire, c'est juste passionnant ce qu'on arrive à faire de nos jours. Voilà, l'expression à la con. Tu vois. C'est juste. Bon, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Bon, voilà. Rebondir sur là-dessus, ça n'est pas possible, donc on passe directement à la lettre mais est-ce que la Terre est plate? La lettre L comme libre. Tiens, ça va amuser Seb, parce que c'est de logiciels libres dont il s'agit, évidemment. Wine 3.0, c'est de la bonne, c'est de la balle. Il faut rappeler ce que c'est Wine, l'application Wine, qui est quand même, c'est quand même un must, on va dire. Alors,
Wine, c'est l'acronyme de Wine is not an emulator. Voilà. Donc c'est un acronyme récursif, comme on adore dans le libre. Récursif, donc Wine is not an emulator, Wine is not an emulator, etc. Donc on peut continuer comme ça pendant des heures. On peut vous en faire tout un podcast si vous voulez. Et ça le fait rire, hein, mais vous n'avez pas idée. Les techs, vous lui donnez ça, il est content comme tout. On adore ça. Ouais. Et donc ils viennent de lancer la version 3. C'est un énorme pas en avant, pas dans l'espace, mais sur vos téléphones. Presque sur vos téléphones, parce que bon, le principe de Wine, c'est de vous permettre de faire fonctionner des logiciels Windows, mais pas en émulation, donc en proposant les librairies sur d'autres OS. C'est-à-dire, vous allez prendre un Office, vous le faites tourner sous Linux, et c'est magique, vous n'avez pourtant pas une licence de Microsoft Windows. Et vous avez plein d'outils, plein de logiciels Windows. Office, ça marche coup-ci, coup-ça. Hein, enfin, ça marche bien sur la dernière version, mais bon, ça reste un outil qui est fort compliqué à faire tourner sur une autre plateforme. Mais il y a toute une kyrielle de logiciels Windows que vous pouvez faire tourner sans vous en rendre compte et que vous êtes sous Linux. Et ça fonctionne aussi sur Mac OS X, etc. Et alors, ils ont maintenant réussi à ajouter le support de Direct 3D 10, 11, et en fait, dans cette version 3, il y a le plus important, c'est la prise en charge des pilotes graphiques pour Android. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est simple, grâce à ça, Wine peut tourner sur Android et faire tourner des applications Windows sur Android. D'accord. Alors, comme ce n'est pas un émulateur, ne faut pas se faire d'illusions. Wine, effectivement, peut tourner sur Android, mais uniquement sur un Android x86. Donc, votre téléphone qui est sur un RM, vous n'allez pas pouvoir faire tourner Office dessus. Mais il y a une série de tablettes, il y a une série de devices qui tournent en Android sur un x86. Et ces devices, maintenant, peuvent faire tourner des logiciels grâce à Wine. Donc, ça reste une révolution, même si, effectivement, on n'est pas sur faire fonctionner n'importe quel logiciel Windows sur un téléphone. Ça ne viendra pas de Wine parce que ce n'est pas un émulateur. D'accord. Mais voilà, ça reste. Donc quoi, le monde merveilleux des OS n'est pas si cloisonné que ça, finalement, quand on réfléchit bien. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le visuel, quand on nous montre un smartphone en position paysagée avec une boîte classique Windows au milieu, ça pose question, quoi. Ça nous rappelle un petit peu les premiers Windows mobiles, ce qui n'était pas non plus fait pour ça. Je veux dire, il faut vraiment avoir l'usage, en gros. Il faut vraiment vouloir le faire tourner, mais parfois tu peux, dans un environnement professionnel, vouloir faire tourner une application et sur ton téléphone parce que tu n'as que celle-là qui a été développée, donc et que personne ne va pouvoir redévelopper. Donc il y a des raisons. Oui, si ta vie en dépend, par exemple. Voilà, dans l'espace, si tu veux un GPS qui ne tourne que sous Windows. Oui, parce que ce qu'on vous l'a dit, le GPS de la NASA, on peut l'interroger uniquement avec Windows. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite si vous voulez bien. C'était L comme libre, J. Non, il y a encore un truc dans libre. Ah oui, encore un truc dans libre. Un petit. On m'a mis J après L. Hein. Enfin bref. Linus Torvald donne son avis sur le fixe Intel. Alors, on va encore parler de Meldon et de Spectre. On avait parlé dans le 151e épisode, me semble-t-il, ou 150e, de ce bug, plus qu'un bug d'ailleurs, des processeurs, dont ceux d'Intel. Hein. Ouais, alors je vais pas aller dans le détail, mais ça vaut la peine. La prose de Linus est toujours très fleurie. Et il a donné son avis sur le fixe proposé par Intel pour ses processeurs. Comment dire ? Je ne pense pas que je puisse traduire ses propos sans que notre numéro soit censuré, tel à quel point il insulte Intel sur la... Je ne sais pas si je peux le dire, la merde, c'est presque ça qu'ils ont osé sortir. Ils se demandent s'il y a vraiment des gens qui testent et des gens qui osent. Enfin voilà, à tel point ils ont embarqué toute une série de trucs. Ils nous ont embarqué des fixes qui n'ont pas été demandés. Le truc est absolument instable. Ils disent comment est-ce qu'une société comme Intel ose faire un truc aussi, il le dit, hein, aussi architecturalement, aussi merdique. D'accord. Et voilà, sa prose est très drôle à lire, mais au final, il a absolument raison sur le fixe qui a été sorti par Intel, qui a eu un rollback monstrueux sur plusieurs plateformes et des problèmes monstrueux sur
beaucoup de machines. Red Hat, par exemple, a annoncé son retrait. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'emmerdes qui viennent de ce fixe. À la place des ingénieurs d'Intel, je ne ferai pas trop le fier pour le moment. Ouais. Question qui a été posée par l'un de nos chroniqueurs, je pense que c'est Xavier qui nous avait posé la question. Quand est-ce qu'on aura des processeurs propres, c'est-à-dire dépourvus de problèmes tels que Meldon et Spectre? Quelqu'un peut répondre à cette question? C'est pour un achat prochain. Qui peut répondre? L'autre marque. J'en avais justement parlé lorsqu'on avait traité le sujet Meldon Spectre il y a longtemps, un certain temps. 3 semaines. Effectivement, oui, ce sera possible à partir du moment où on aura un refresh sur un nouveau cycle de conception de CPU, vu qu'on rappelle quand même qu'à la base, ce sont des failles matérielles. Et donc, le temps que ce soit résorbé, on peut compter une génération, voire 2 générations de CPU, c'est-à-dire entre 5 et 9 ans. Il ne faut pas oublier que pour ça, il faut que l'entièreté des CPU existants ait été remplacée par des nouveaux. Oui, c'était la question, de savoir quand est-ce qu'on allait avoir des CPU propres. 2-3 ans peut-être pour les trucs qui sont utilisables par tout le monde, mais le problème n'est pas d'avoir un CPU propre dans ta machine, le problème est d'avoir plutôt un CPU propre dans le data center où tu fous toutes tes données. Oui, ça fait partie d'un ensemble évidemment, et ça on l'avait dit, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est clair que pour l'instant les gens se posent la question de manière tout à fait je vais acheter, c'est légitime, je vais acheter un nouvel ordinateur, je voudrais pas acheter un truc qui est déjà cassé. Je schématise très fort, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Non? Si, grosso modo, c'est ça, oui. Donc voilà, donc on va acheter de la merde encore pendant 2 ans ou 3 ans, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ce podcast va être totalement censuré. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu le mot merde à plusieurs reprises. C'est Linus qui l'a dit. C'est Linus l'a dit, c'est pas moi. Ouais. Très logiquement, après la lettre L, on passe à la lettre J. Comme justice. Et on va reparler de monsieur dont les plus jeunes ne se rappellent peut-être pas, Kim.com, ça parle à quelqu'un encore. J'ai l'impression que c'est tellement éloigné, Mega Upload. Kim.com qui poursuit... C'est l'époque des blogs, tu vois. Oui, c'est ça. C'est l'époque des blogs, oui. Kim.com, donc, qui poursuit le gouvernement néo-zélandais pour 7 milliards de dollars, Marc. Kim.com, ce nom évoque déjà un monsieur hors norme, dans tous les sens du terme. Ce type a des coronesses en titane, parce que ce qu'il a osé faire, quand même, c'est relativement hallucinant. À noter que Mega Upload existe toujours et fonctionne toujours très bien, d'ailleurs, même si c'est sur des bases un peu différentes. Oui. Mais on rappelle que Kim.com était quand même à l'époque glorieuse des téléchargements illégaux, un des plus gros fournisseurs de films de vacances serbo-croates de l'univers, et que suite à ça, un jour, il a vu des hélicoptères débarquer dans sa propriété avec des agents du FBI qui, ça a été un truc assez monumental. Et je pense même un blindé sur sa pelouse, je pense, si je me rappelle bien. Il y a eu un blindé sur sa pelouse, c'est pas impossible, vu l'énergie et l'abnégation que les autorités ont mis à procéder à son arrestation avec panache. Mais effectivement, ça fait longtemps, parce que ça fait quand même 6 ans, jour pour jour. Oui, pour ça. Au 19 janvier dernier, ça faisait 6 ans jour pour jour que l'affaire avait eu lieu. À cette date, Monsieur .com, déjà pour le nom, pour le choix du nom, bravo quoi. Monsieur .com et 6 de ses complices sont poursuivis aux États-Unis, risquent quand même pas loin de 60 ans de prison ensemble, sans compter des montagnes de brousouf qu'ils doivent, ou qu'ils vont, ou qu'ils ont, ou qu'ils sont supposés payer, etc. Et probablement que pour alimenter un peu le fonds de réserve qui va lui permettre de s'acquitter de toutes ces petites amendes, Kim.com a décidé de réclamer 7 milliards de dollars à la Nouvelle-Zélande, pays dans lequel il était résident, et qui a autorisé son arrestation sur, soi-disant, de mauvaises bases légales en 2012. Et donc, dans un document assez long et bien circonstancié, il explique que, la somme devrait couvrir tout ce qu'il estime avoir perdu avec la fermeture de ces entreprises à titre d'opportunité d'affaires, les coûts du procès, les amendes, tout ce qui lui a filé sous le nez suite au débarquement du blindé, des Panzers, etc., qui ont fait irruption dans son salon. Suite à la fermeture de Mega Upload,
qui est de nouveau né de ses cendres, on va y arriver. Oui. Depuis lors, je ne sais plus qui est rené, qui a renu, je ne sais plus. Qui renaquit. Voilà, qui renaquit de ses cendres. Ceci est un podcast francophone. Envoyez-nous un Becherel. Si vous plaît, oui. Donc, ne nous retirez pas de l'article, Clubic. Nous sommes un podcast belge une fois. On peut le dire en bruxellaire aussi, sinon. Et donc, voilà. Et donc, la plainte s'appuie sur la négligence dont la Nouvelle-Zélande aurait fait preuve et la légèreté, le non-respect des procédures et blabla. Et ça, moi, c'est ça. Et les droits de l'homme aussi, oui. Les droits de l'homme, et voilà. Bon. Et le fait qu'il était végan peut-être aussi, parce que la Nouvelle-Zélande n'aime pas les végans. Écoute, vu sa taille, il n'est pas végan, hein. Ou alors franchement, il doit raser un terrain de football tous les matins, quoi. C'est très possible. Hein. Ceci dit, c'est pas un podcast médical non plus, donc voilà. Pour pardon. Ah bah bon, voilà, faut faire attention à sa santé. Il a peut-être aussi besoin un peu de. Mais je pense qu'il va pas pouvoir profiter de ses milliards. Hein. C'est pas tout de suite en tout cas. Allez, on continue après la lettre J, d'une manière encore plus logique. On passe à la lettre S, comme Samsung. Là, je vais rien dire. Je vais même pas le lancer. C'est Seb qui va vous en parler. Samsung, Seb, parce que sinon, il va dire « Ouais, t'as tout dit ». C'est presque ça. Alors, on pensait tous que Samsung allait présenter le Galaxy S9 le 26 février pendant le Mobile World Congress. Oui, eh bien, il y a une news retentissante qui est tombée aujourd'hui, hier. Ce sera pas le 26 février, ce sera le 25. Ça, c'est une information capitale. Et alors, bon, voilà, ils ont quand même annoncé que ce serait la caméra réinventée. D'accord. Réimaginée. Bon, là, par contre, je vous avoue qu'on a quand même encore un certain doute sur ce qu'ils voulaient faire. C'est au salon de la photo qu'ils devaient aller. C'est plus tard, je crois. Voilà. Il était court, hein, celle-là, tu vois, parce que j'ai fait attention à mettre des brèves sur la fin. Oui, parce je comprends bien. Je sais qu'on est dans la merde. Toujours un tout petit peu long. En général, c'est sur la fin. C'est comme les voitures quand ils passent pas les tunnels, c'est souvent les pneus en fait qui sont trop gonflés. On passe à la lettre S comme sécurité, un chapitre qui nous intéresse régulièrement également. Marc, on parle de Dark Caracal. Ce sont des applications mobiles qui volent des données, c'est ça? Dark Caracal, oui. De Becherel, s'il vous plaît. Dark Caracal, c'est une... Alors, les experts en sécurité s'accordent à dire que c'est une initiative étatique. Que derrière, c'est vraiment quelque chose d'organisé, de gouvernemental quasi. Et ça consiste en fait en un groupe de pirates qui se sont coordonnés ensemble, qui agissent sous une autorité apparemment commune, qui relie au service secret libanais. Donc voilà, on commence à rire un truc assez amusant, et qui target exclusivement des personnes d'importance. Donc vous, moi, le pecno moyen, on n'est pas du tout impacté. D'accord. Absolument pas à s'inquiéter pour ça. Dark Caracal va pas venir se casser nos smartphones ou les protections ou les trucs qu'on aurait pu mettre en place. Vous devez être militaire, activiste, journaliste, juriste, membre de gouvernement, entrepreneur de très haut vol, etc. Et de toute façon, notre petit pays, à première vue, ne figure même pas dans la liste des pays touchés. On parle de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de l'Italie, de l'Espagne. Voilà. Donc les pirates se sont jetés sur absolument toutes les données qu'ils pouvaient trouver. Des documents, des journaux d'appel, des messageries, des carnets d'adresses, des photos, des données de localisation et des enregistrements sonores. Et tout ça via le biais de fausses applications qui reproduisent un WhatsApp, un Facebook, un Primo, ou même carrément des applications VPN qui étaient poussées via une fausse boutique Google Play. D'accord. Tout bêtement. Le tout qui était poussé aussi par des emails, par des messages envoyés via WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. Et donc, ils ont réussi à cibler toute une population. Maintenant, à qui profite le crime ? Ben voilà, c'est probablement de l'espionnage à la fois politique et militaire de très très haut vol. Ce qu'on sait aujourd'hui, par contre, c'est que
cette faille, enfin ce vol de données, parce que c'est vraiment un vol délibéré qui dure quand même depuis 2012, représente des centaines de milliers de gigas de données volées. Donc encore aujourd'hui, on se rend compte que celui qui maîtrise l'outil informatique maîtrise encore l'accès à l'information et la manière dont on diffuse cette information et dont on manipule cette information. Ceci étant dit, quand on a autant de données à analyser, il faut aussi avoir les moyens de les analyser, ces données, parce que... Et c'est pour ça probablement... Et c'est probablement pour ça que ça relie derrière, quand on gratte un petit peu, qu'on arrive vers des trucs aussi anodins que un service secret d'un pays entier. Oui. Parce que en plus, pour que ça ait un peu de valeur, il faut quand même que ce soit des informations qui ne soient pas tout à fait défraîchies, quoi. Donc il faut analyser et vite, en plus. Donc, exactement. Voilà. Je serais tenté de dire c'est leur métier. Ils auraient tort de s'en priver, tu vois, l'espion. Oui. Voilà, c'est opportuniste, on va dire, comme façon de travailler. Seb, on reste à la lettre S comme sécurité. Désactiver le Bluetooth ne suffit pas sur Android. Et pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Si tu veux plus être géolocalisé, désactiver le Bluetooth, ça suffit pas à ce que Android n'utilise pas le Bluetooth pour te localiser. D'accord. Donc il utilise quand même le Bluetooth même quand il est désactivé, en fait. Voilà. Alors ça a été un scandale à l'époque sur iOS, et en fait, avec quelques recherches, certains viennent de démontrer que, c'est la même chose sur Android. Google continue à utiliser. Alors ça dépend de plusieurs settings. Ils ont commencé à analyser tous les settings et de voir à quel moment effectivement ils continuent à transmettre ou pas. Si tu utilises par exemple la localisation précise ou le Bluetooth scanning, même s'il est désactivé, il y a le tableau est long. Je vais pas vous faire tout le résultat. Donc si tu utilises la localisation précise, ton Bluetooth sera toujours activé. D'accord. Et en fait, pendant ce temps-là, tu vas quand même toujours te prendre des pubs parce qu'il va chercher des beacons. Et donc c'est même si tu as désactivé le Bluetooth en te disant grâce à ça, je serai pas traqué. Si, tu seras quand même toujours traqué. Donc la meilleure façon au final, si vous voulez pas être traqué en rue avec votre téléphone, ça reste encore d'éteindre le téléphone. D'accord. Ce qui le rend beaucoup moins pratique, du coup. C'est le rend moins pratique, mais au final, ici, désactiver le Bluetooth, ça suffit pas, il faut vraiment aller plus loin. Est-ce que lisez l'article. Comme on le voit dans les films d'espionnage, le mettre dans un paquet de chips, est-ce que ça peut marcher ? Oui, mais tu l'éteins alors, tu vois. Oui, c'est vrai. En même temps, t'enlèves la batterie, ou sinon ton truc, il sert à rien. Voilà. Donc, il faut pas croire, le simple fait d'avoir désactivé le Bluetooth ou d'avoir désactivé le Wi-Fi n'empêche pas non plus toujours de traquer un téléphone. Le téléphone est toujours connecté, ça s'appelle le réseau GSM. En plus, on peut le trianguler, effectivement. Oui, et en plus, il est très mal sécurisé. Oui. Donc, n'importe qui peut quelque part te borner quelque part et dire... si tu veux mettre une borne au même nom que l'opérateur et que... effectivement récupérer les communications, ça se fait. Le réseau GSM est un des... est une très mauvais réseau. Moi, on ne vous donne pas de conseils, ne le faites pas chez vous. Non. On n'est pas là pour ça, c'est de l'information, soyons très clairs. C'est bon, on termine avec la lettre S comme sécurité pour parler de Firefox. On en parlait au tout début de cet épisode. Firefox qui permet de pré-remplir les informations bancaires dans un formulaire, ce qui est un peu gênant, non ? Voilà, c'est une nouveauté. Ça m'a quand même fait sourire. Il y a d'autres trucs qui font, ils améliorent encore un petit peu les perfs, certains rendus, il a un meilleur cache JavaScript, etc. Mais le truc qui fait tiquer quand même sur le Firefox 58, c'est que maintenant, il vous permet de sauver vos numéros de carte de crédit pour pouvoir les remplir plus facilement sur les sites. Oui, c'est quand même pas génial, ça. C'est magnifique. Donc, on se sent pas bien, là. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a un formulaire caché quelque part, tu fais juste envoyer, et hop, t'envoies tes coordonnées à n'importe qui, en fait. C'est juste quand même... Enfin, qui a pensé à ça ? Qui est responsable ? C'est du libre, donc n'importe qui. Il y a quelqu'un dans la boucle qui est merdé. Un mec de chez OnePlus qui s'est dit, allez, on va y aller. Soyons fous. Non, mais moi je trouve ça tout à fait... oui, c'est le logiciel libre, c'est le risque, entre guillemets, mais... T'es pas obligé. T'es pas obligé. Pour le moment, il n'est pas coché par défaut, et après, tu pourras le cocher plus tard. Mais pour le moment, c'est pas coché. C'est est-ce que cette option est bien utile C'est la question que je me pose.
chose. Donc, vous êtes prévenus, hein, Firefox 58, vérifiez quand même. Par défaut, celle-là, elle est encore sur la 58, c'est bon, il faut l'activer manuellement. Mais ça viendra plus tard. Donc, a priori, quand il vous demande de sauver votre numéro de carte de crédit, évitez, quoi. C'est ça. Réfléchissez à 2 fois. Surtout si c'est pas votre ordinateur. Parce que ça, il faut pas se passer à côté non plus. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. On est à la lettre T. T comme temps. Et on en a pris du temps. Mais par contre, je ne sais pas du tout sur quelle mesure on va pouvoir quantifier ce temps. Parce que Facebook joue avec nos secondes, nos millisecondes, etc. Marc. Ben justement, tu veux quantifier, depuis le début de ce podcast, nous avons approximativement passé 2540 milliards,16 de flicks. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce qu'un flic ? Qu'est-ce qu'un flic ? Alors, un flic, c'est une mesure qui a été inventée tout récemment par les équipes de développement de Facebook et plus précisément par les équipes de développement d'Oculus, la branche de Facebook qui développe, vous savez, le casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Et en fait, il s'agit d'une unité de temps qui va diviser une seconde de base en unités capables de devenir des nombres entiers lorsqu'elles sont divisées par des référents qui sont des fréquences. Attends, répète-moi tout de suite. Parce que j'ai perdu le... C'est le GPS. ça voilà. Rien à voir. Bon, non, mais... En exemple, oui. Un flic vaut exactement 1 divisé par 705 600 000 secondes. Okay, ça, c'est le petit flic ou le judo ? 705 600 600 000. C'est un tout petit flic. C'est le flic de base. C'est le planton de base. C'est celui qui fout des PV le matin. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette unité de temps, elle va systématiquement donner des nombres entiers lorsqu'elle sera divisée par, et là Marc tu vas tout de suite comprendre, 8, 16, 22,05, 24, 25, 30, 32, 44,1, 48, 50, 60, 90, 100 et 120. Ce sont des images par seconde. Ce sont toutes des fréquences, ce sont tous des chiffres qui font référence à des fréquences d'échantillonnage en images et en son. D'accord. Et donc en fait, que ce soit par exemple pour des images, 120 Hz, ou pour le son, 44,1 kHz, lorsque ces fréquences généralement sont traduites en secondes, on a comme résultat des chiffres qui n'ont pas beaucoup d'utilité ou qui posent des problèmes de praticité pour les calculs, parce qu'on se retrouve avec par exemple 24 images secondes, c'est une image toutes les 0,041 42 secondes. Par contre en flicks, ça va donner un nombre entier, c'est une image tous les 29 400 000 flicks. Et avec c'est plus facile. En programmation, sans doute que ça va probablement être plus facile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les ingénieurs qui ont défini ce truc avaient probablement beaucoup de temps à perdre et qu'ils ont décidé d'en faire quelque chose de relativement utile pour la communauté, parce que les bibliothèques qui permettent de manipuler cette nouvelle mesure, cette nouvelle unité de temps, sont disponibles sur GitHub de manière tout à fait ouverte pour ceux qui voudraient aller acheter un petit coup d'œil. Voilà, donc si vous avez... un peu donc, de temps. Donc, vous voulez des tout petits flics ou des généraux avec 14 étoiles, et voilà. Voilà, si vous avez du temps à tuer, en gros. C'est le cas de le dire. C'est un peu le cas. Tu parlais de nombre entier, tiens, je sais pas, sans doute que toi, Marc, t'es au courant, on a découvert le plus grand, enfin, en tout cas... 23 millions de décimales. Voilà, de nombre entier. Et alors, je lisais sous un article des commentaires de gens qui disaient « ça sert à rien, ces gens perdent leur temps, etc. » C'est très utile, les nombres entiers, il faut le rappeler. Excuse-moi, c'est pas un nombre entier, alors c'est Ah putain, un prime number. Un nombre premier. Un nombre premier, oui, c'est ça. Parce qu'un nombre entier, il n'y a pas de limite. Effectivement. Il n'y a pas de limite. Le plus grand nombre premier connu. Non, c'est pas l'association d'idées à la con. Effectivement, nombre premier, le plus long. C'est très utile, les nombres premiers, Sébastien. C'est très utile. Et donc, pour rappel, c'est quoi un nombre premier ? On va faire un petit cours de maths. C'est un nombre qui est divisible par lui-même. Et par lui-même. Donc voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais c'est important. C'est important. Et il y a des gens qui ne passent leur vie qu'à essayer de trouver le prochain nombre entier. Voilà. Mais ça peut servir ça peut faire. On peut se servir de ça pour crypter des informations. Voilà. On va encore se faire allumer sur ce truc-là, mais c'est pas grave. Il faut voir le verre à moitié vide ou totalement plein. Aussi. Totalement entier, tu vois. Entier.
Mais le podcast, il est bientôt terminé. Oui, on arrive au bout. D'ailleurs, on est à la lettre W, comme oui mais non. Oui mais non, c'est notre nouvelle rubrique de fin de podcast. Non, il ne faut pas mordre dans une batterie d'iPhone, c'est le conseil qu'on vous donne, que Marc vous donne également en argumentant en plus, Marc. Oui, j'argumente absolument. Il y a une magnifique vidéo à la clé, vous la trouverez en regardant dans les liens. On dit généralement, voilà, on a l'habitude pour tester si la pièce qu'on vous a donnée est une pièce en or, on mord un petit coup dedans. Ouais. Alors, soit la pièce est en or et ça justifiera le paiement du passage chez le dentiste parce que vous serez niqué dedans. Mais ici, un monsieur a voulu utiliser le même principe pour vérifier qu'une batterie était fonctionnelle ou pas. Et ça se passe en Chine et la vidéo montre effectivement le monsieur. Non. Putain, ça y est, on est censuré, les mecs. Mais non. Pourquoi? Mais si, c'est écrit en grand, en rose. Oh non, je l'avais même pas vu. Bon, pour ceux qui ont l'image, il y a un mot qui normalement nous bloque sur. Ah là, ouais, on est censuré là. J'essaie de vous faire des grands signes. Allez, c'est bon. Poursuivons. Donc, nonobstant cet affichage rose clignotant, qui aurait pu faire un sujet du oui mais non, hein, j'ai hésité. Oui. Parce que c'était un beau sujet, ça mêlait plastique de rêve et intelligence artificielle. À la rigueur, on le gardera pour la fois prochaine. Donc, le brave monsieur est à un comptoir. Il explique que sa batterie ne fonctionne plus, etc. Il sort sa batterie. Enfin, l'opérateur devant lui a démonté son iPhone. Il prend la batterie et qu'est-ce qu'il fait, comme n'importe qui ferait pour prouver que la batterie ne fonctionne pas? Il mord dedans, un grand coup, évidemment. Et ça lui pète à la gueule. Ce faisant, c'est une batterie lithium, donc autrement dit, avec électrodes et deux électrodes qui se sont entrées en contact l'une avec l'autre quand le monsieur a donné un grand coup de dent dessus. C'est un miracle qu'il soit pas mort, le type, hein, parce que franchement, quand tu vois la vidéo, c'est l'apocalypse. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant qu'il n'y ait aucun blessé, que lui n'ait rien eu, même pas une brûlure, rien. Donc, franchement... Oh, il aurait mérité que ça lui arrache au moins une dent. Je veux dire, si vous avez l'intention de faire des trucs idiots parce que vous vous ennuyez, mordez pas dans une batterie. Non, mordez dans ce que vous voulez, mais pas dans une batterie. En plus, c'est idiot. Dans ce que vous voulez, enfin, du moment que ça ne blesse personne. non, mais je veux dire, c'est quand même idiot d'essayer de prouver quoi que ce soit en mordant dans une batterie. La pièce de monnaie, je veux encore bien, mais... Oui, mais en même temps, c'est en Chine. Oui, c'est peut-être un principe chez eux. Il faut mordre dedans. Je sais pas. Je sais pas. Ça doit être un truc culturel, là-bas. Non, oui, ça doit être un problème. Voilà. On oui. J'espère que c'est pas comme sur leur dashcam, parce que les dashcams en Chine sont nettement plus effrayantes qu'en Russie. Ne le voyez pas comme... Parce que là, effectivement, quand tu écrases quelqu'un, en général, il repasse dessus plusieurs fois pour s'assurer qu'il soit vraiment achevé. Parce que sinon, ils sont responsables de lui après, jusqu'à la fin de ses jours. Et là aussi, le premier qui lui porte secours en est responsable. Donc c'est comme ça que tu vois des gens qui sont écrasés. Et on suppose qu'une fois qu'ils ont écrasé la personne, ils descendent de la voiture et puis ils mordent dedans. Non. Ils s'en vont, et alors tous les passants, surtout, ne regardent pas, ils passent à côté. Oui, parce qu'ils ne veulent pas être responsables. Ils veulent pas être responsables. Donc les vidéos chinoises sont très... Les dashcams, c'est mal. Voilà, donc... C'est une mauvaise soirée. Tu vois, on plombe la fin du podcast. Oui, non, c'est compliqué tout d'un coup, je trouve. On a dit beaucoup de bêtises, mais on a dit aussi beaucoup de choses, à mon avis, intelligentes. En tout cas, il y avait beaucoup d'informations dans ce 153e épisode des Technos. On espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine, évidemment. Merci Marc et à très bientôt. Merci également à Sébastien et Sophie. Sophie, c'était Marc et Sophie en fait dans les années 80, non? C'était pas ça? Il est temps qu'on s'arrête. Oui, c'est un truc comme ça. C'est pas ça, non? C'était Belle et Sébastien aussi. Belle et Sébastien. T'as vu la tête de Belle? Et il a presque plus de cheveux en fait. Tous ceux qui font le numéro avec moi, ils ont plus de cheveux. Je pense qu'il est temps qu'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi les pouces vers le haut si vous le voulez, hein, sur YouTube, des étoiles. Sur les autres plateformes de partage de podcasts et autres. C'est un petit peu notre paiement à nous, notre rémunération à nous. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.